Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur cette vidéo dans laquelle je vais interviewer mon confrère Olivier Roland à l'occasion de la sortie de son livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et c'est un livre qui a connu un grand succès. Félicitations Olivier pour déjà il est en rupture chez Amazon et chez d'autres. Oui. Ouais, les libraires ont un petit peu été dépassés par le succès, effectivement, mais d'ici une semaine, ça devrait rentrer dans l'ordre. Très très bien, je suis content pour toi. En fait, dans ce livre, Olivier, il nous parle comment développer son intelligence, comment développer son quotient intellectuel, comment apprendre et apprendre à nouveau. Mais certaines personnes, Olivier, ils trouvent ça c'est un peu peut-être difficile. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui disent peut-être que c'est trop tard pour moi d'aller apprendre à nouveau des nouvelles choses? Bah, écoute, les personnes qui pensent ça vont fatalement se retrouver complètement larguées. Pourquoi? Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui va de plus en plus vite et tu peux garantir à personne que son métier existera encore dans 20 ans. Donc, c'est super important aujourd'hui d'avoir comme compétence la capacité d'apprendre en permanence. Et non seulement la capacité, mais aussi le désir et la méthode pour le faire. Et les gens qui pensent qu'il est trop tard pour eux pour apprendre, bah, ils ont raison. Mais les gens qui ont le même âge qu'eux et qui pensent que pour eux, il est toujours temps d'apprendre, ils ont aussi raison en fait. C'est quelque chose c'est une croyance qui va se renforcer au fur et à mesure. Parce que plus tu utilises ton cerveau et plus tu vas avoir cette capacité justement d'apprendre qui reste développée, voire même qui s'accentue, alors que plus tu restes dans ta zone de confort, à chausser ce que j'appelle les pantoufles en ciment, plus tu vas rester dans ton coin en pensant que tu peux rien apprendre de nouveau et plus tu vas te scléroser, plus ton cerveau il va tout le temps utiliser les mêmes modes de pensée, il va toujours être dans le même sillon et au fur et à mesure ça va être de plus en plus difficile de s'échapper de ça. Merci pour cette réponse. Est-ce que tu peux nous présenter qui est Olivier Roland, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a essayé, qu'est-ce qu'il a mené à écrire ce livre et comment il est arrivé là où il est aujourd'hui? Ouais, bah écoute, moi j'aime bien dire que je suis un prof de liberté, puisque j'enseigne la liberté notamment pour des entrepreneurs et des aspirants entrepreneurs. C'est-à-dire comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Et aussi la liberté qui passe là-dedans, c'est-à-dire notamment par le développement personnel. Et moi, mon parcours, c'est que j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise à 19 ans, que ça a été une aventure géniale, mais qu'au bout de quelques années, j'en avais marre de vivre le rythme classique de l'entrepreneur surmené, tu vois, à travailler 60-70 heures par semaine. Et qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'entreprise que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison, puisque c'était ma seule source de revenus. En tant que gérant d'entreprise en France, j'avais pas le droit au chômage, je voyais pas comment vendre la boîte et que voilà, j'avais mon salaire, les salaires de mes employés à payer. Je voyais pas comment je pouvais diminuer mon temps de travail. Et du coup, je me suis mis en quête de solutions et au bout de quelques années, j'en ai trouvé et j'ai créé en fait une deuxième entreprise qui est celle que j'ai aujourd'hui, qui est une entreprise sur le web que je peux gérer à 100% de mon ordinateur sur Internet, qui me permet en fait de voyager 6 mois par an, hein, pas parce que je dois le faire, mais parce que j'aime bien, tout simplement, et puis qui me permet d'avoir un bien meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Donc, les amis, vous avez bien écouté Olivier. Donc, Olivier, il a quitté l'école, comme il a dit, à 18 ans. Il a consacré sa vie à créer plusieurs boîtes, etc. Il a connu des hauts et des bas. Et c'est ça qui l'a mené aujourd'hui. C'est un leader dans son domaine. Moi, en personne, je le remercie. Il m'a donné l'occasion de lui écrire certains articles. Et du jour au lendemain, mon audience allait quasiment doubler. Et je profite de l'occasion pour le remercier. Quand tu parles de cette liberté, tu parles aussi de la semaine de 4 heures. J'aimerais bien si tu reviens sur cette notion parce que aussi ça suscite un peu de débat à chaque fois dans une discussion, soit avec mes clients, soit aussi avec mes connaissances, qu'on parle de toi, de ton parcours et de cette notion-là. Est-ce que tu peux revenir sur la semaine de 4 heures? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, bah écoute, donc c'est un livre qui m'a fortement influencé, effectivement. D'ailleurs, je le cite de nombreuses fois dans mon propre livre.
Et en fait, déjà, il y a une erreur qui est classique, si tu veux, chez beaucoup de personnes qui n'ont pas lu le livre vraiment ou pas assez attentivement, c'est de croire que le livre parle de travailler 4 heures par semaine. Or, dès que tu lis le livre un petit peu, tu te rends compte qu'en fait le titre c'est un titre marketing et l'auteur explique d'ailleurs que c'est un titre marketing et qu'il l'a trouvé suite à des tests. Et donc l'objectif du livre c'est pas vraiment de travailler 4 heures par semaine, c'est tout simplement de savoir te concentrer sur l'essentiel, remplir le vide que tu gagnes en étant plus productif et plus efficace en faisant d'autres choses qui te remplissent. Parce que un des points les plus intéressants du livre, c'est que eh bien, l'auteur dit que ça ne sert à rien de devenir plus productif et de faire plus de choses en moins de temps si derrière on n'a pas quelque chose pour combler le vide. Si on n'a pas une activité qui est en dehors du travail et qui nous remplit. Parce que si, admettons que un travail qui nous demande 40 heures par semaine, on va plus le faire qu'en 35. Qu'est-ce qu'on va faire des 5 heures supplémentaires? Si on n'a rien à faire, comme on a horreur de l'ennui, on a horreur du vide, on va vouloir combler le vide par le mode par défaut, qui est typiquement qu'on va continuer à travailler tout simplement, puisque de toute façon on est au bureau, tu vois, on est au bureau, et si tu n'as pas prévu quelque chose à faire de ces 5 heures spécifiquement, tu vas juste être au travail et typiquement tu vas brasser du vent, tu vas bosser pour bosser sans considération d'efficacité. Ça c'est quelque chose d'assez fort. Moi personnellement la manière la plus efficace que j'ai trouvé de combler le vide c'est de voyager, parce que quand je voyage, tu vois, j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai envie de faire 1 milliard de choses mais pas de bosser, j'ai envie de faire des activités, de découvrir les lieux, de découvrir les gens, tu vois, de plonger dans la culture locale. Et j'ai pas envie de rester derrière mon ordinateur, ça serait stupide. Ensuite, finalement, ce livre, il t'enseigne à avoir une entreprise qui est au service de ta vie. Il n'est pas ultra complet là-dessus. Il se contente de survoler pas mal de notions, mais c'est pas le gros intérêt de la semaine de 4 heures. Le gros intérêt de la semaine de 4 heures, c'est de te rendre compte que, de déjà te faire sortir de tes schémas de pensée habituels, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi compris quand je l'ai lu, j'avais jamais pensé à ce genre de truc avant. Ça te donne la motivation nécessaire. Alors après, on n'est pas obligé d'aimer le livre, hein, mais je trouve que quand même, il donne beaucoup de motivation à beaucoup de gens. C'est vraiment un livre qui inspire. Et puis, 3, ça te fait penser différemment, ça te fait penser en dehors de la boîte et tu commences à remettre en cause différentes choses que tu prenais pour acquises ou que tu prenais comme des vérités absolues qui ne peuvent pas être remises en cause, justement. Donc, ce serait une erreur de débutant de se focaliser sur le titre en pensant et souvent les débats finalement tournent autour de ça. C'est ouais, mais c'est pas possible de travailler 4 heures par semaine. Oui, d'ailleurs, c'est pas le point de l'auteur. D'ailleurs, c'est possible. Hein, moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui font ça, mais c'est même pas le but du livre. Donc là, on s'écarte du sujet en fait. L'objectif du livre, c'est se concentrer sur l'essentiel, améliorer son efficacité sur ce qui est essentiel et savoir comment dire, trouver des activités qui nous remplissent en dehors du travail. Exactement, c'est très bien dit et bien expliqué. En fait, pour les gens qui ont réussi leurs études, est-ce qu'ils peuvent lire ce livre, ton livre? Est-ce qu'il est adressé même à ces gens qui... Bien sûr. En fait, mon livre est adressé aux rebelles intelligents. Qu'est-ce que j'appelle les rebelles intelligents? C'est tout simplement toutes les personnes qui ressentent au fond d'eux un appel à autre chose. Tu vois, un appel à se réaliser autrement. Autrement que par le classique, passe le plus gros diplôme possible et puis fais du métro, boulot, dodo pendant 40 ans. Puis éventuellement, tu pourras commencer à profiter de la vie quand tes plus belles années seront derrière toi. Le sous-titre, c'est comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui peuvent être à différents stades de leur vie. Ça peut même être des gens qui extérieurement ont tous les signes de succès. Ça peut être le cadre qui a un beau diplôme Bac+5, qui a un bon poste dans une belle entreprise avec un beau salaire, une belle voiture, une belle maison, mais qui au fond de lui, si tu veux, qui ne sait pas comme ça qu'il va se réaliser, sans qu'il y a autre chose, il a besoin d'autre chose. Et typiquement, ça passe par quelque chose de plus créatif, il a besoin de créer quelque chose par lui-même. Ça peut être, je sais pas, écrire un livre, ça peut être créer une entreprise, ça peut même être faire juste un tour du monde d'1 an, tu vois, créer une aventure à lui, mais il sent l'appel, le besoin de faire autre chose que ça, du métro boulot dodo, même si extérieurement tout le monde lui dit bravo, t'as réussi. Et j'ai voulu écrire ce livre pour être un guide pour le rebelle intelligent du 21e siècle, pour lui montrer déjà que ouais, c'est possible de réussir en dehors des sentiers battus, en se basant notamment sur mon exemple et l'exemple de centaines d'entrepreneurs, mais aussi la science, parce que tu vois, le livre est gros, il y a plus de 400 références scientifiques dans ce livre. Je voulais pas juste
tirer des choses de mon chapeau. Je voulais vraiment que ça s'appuie sur un maximum de méthodes, de stratégies, de techniques prouvées comme étant efficaces. Et voilà. Donc en fait, il y a 3 grandes parties dans le livre. La première, c'est une critique du système éducatif. Pourquoi il est obsolète, pourquoi il est vain d'attendre qu'il se réforme. Et ça intéresse tout le monde, même ceux qui sont plus à l'école, ne serait-ce que pour leurs enfants. Et 2, c'est comment hacker son apprentissage en boostant son intelligence, en apprenant à apprendre, en boostant sa volonté. Il faut savoir que les études montrent que la discipline, la volonté, c'est un meilleur indicateur de succès que l'intelligence. Il vaut mieux être moyennement intelligent et avoir une discipline de fer que suprêmement génial et moyennement discipliné. Donc voilà, et il y a aujourd'hui la science qui donne des techniques simples pour booster sa discipline. Et la troisième partie, c'est comment créer une entreprise qui est au service de sa vie, plutôt que sa vie soit au service de son entreprise, tout simplement. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, je pense que ça s'adresse à... Peu importe si la personne est encore à l'école ou pas, ou si elle a raté ses études ou pas, le vrai point, et ça ne s'adresse pas à tout le monde ce bouquin, c'est est-ce que vous ressentez au fond de vous un appel à autre chose? Est-ce que Rebelle Intelligent, ça vous parle? Si oui, peut-être que ce livre est fait pour vous. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est de le feuilleter un peu, voire de le lire et de vous faire votre propre opinion. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont des capacités, qu'ils ont des rêves comme ça, mais ils ont cette peur d'entreprendre, d'aller vers des nouvelles choses, d'aller essayer autre chose? Quel conseil tu peux donner à ces gens? Je suis content que tu me poses la question parce que finalement, c'est une des premières choses dont je parle parce que finalement, il y a beaucoup de peur liée à l'entrepreneuriat. Tu vois, le chapitre 8, c'est « Mettre entrepreneur, ça fait peur ». Donc, et je donne notamment, je parle du mythe de la faillite, tu vois, parce qu'en France, en gros, ça reste à peu près stable d'une année à l'autre. Tu as grosso modo une entreprise sur 2 qui met la clé sous la porte dans les 5 ans après la création. C'est souvent interprété comme une entreprise sur 2 fait faillite. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir plein de raisons pour lesquelles tu mets la clé sous la porte quand tu crées une entreprise. Et donc, quand tu t'intéresses un petit peu à ce chiffre, à qu'est-ce qui se passe derrière ces 50%, c'est beaucoup moins flippant, ça fait beaucoup moins peur que prévu. Donc là, on s'intéresse à une année où il y a eu 52% d'échecs. En gros, ça aussi entre 48 et 52%. Je te dis, ça bouge pas trop. En fait, sur les 100% d'entreprises, donc il y en a 52 qui ont fermé dans les 5 ans. Sur ces 100%, donc il y en a 4% qui avaient disparu du registre, mais pour des situations décrites comme favorables. Donc par exemple, création d'une autre entreprise, changement de catégorie juridique, acceptation d'un poste salarié, départ en retraite, etc., etc. Ensuite, il y a 10% des entreprises qui ont disparu pour des raisons sans lien avec la viabilité de l'entreprise en elle-même. Donc ça peut être des problèmes de santé, le fait que l'immatriculation d'entreprise c'était juste purement administratif, le décès de l'exploitant, etc. Donc déjà, on est à 14%. Ensuite, donc il reste du coup, déjà ça veut dire qu'il y a 38% d'entreprises seulement qui mettent la clé sous la porte pour des raisons économiques. C'est déjà beaucoup moins, tu vois, on est presque à un tiers là. Alors quand tu regardes ensuite, quand tu répartis finalement dans ces 38%, en gros tu as 2 manières d'arrêter l'entreprise. Tu peux juste cesser l'activité, tu te dis bah non, elle marche pas, je vais arrêter, et en général tu t'en sors sans aucune dette, voire même tu as un petit pécule pour continuer ton aventure. Ou alors là tu déposes le bilan, là c'est quand tu déposes le bilan quand ton entreprise ne peut plus payer les dettes. Donc là, tu dois 10 000 euros à tel fournisseur et que tu ne peux pas payer, tu te mets en dépôt de bilan. Donc dans les 2 cas, déjà, il y a une énorme différence, tu vois. Et donc on a, sur les 38% d'entreprises qui ont subi un échec économique, seulement 40% d'entre elles ont été liquidées suite à un dépôt de bilan. Donc ça veut dire que le taux réel d'échec d'une entreprise, c'est 15,2%. Okay, quand tu crées une boîte, tu as 15,2% de risque de faire faillite. Donc on ne peut pas dire que ce soit énorme, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus délirant. Ensuite, le niveau d'endettement, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe après? Donc déjà, 61% des entrepreneurs qui arrêtent une entreprise n'ont aucune dette, il faut le savoir, et les 39% qui restent, ils ont une dette moyenne estimée entre 8 500 et 9 000 euros. Maintenant, 8 500, 9 000 euros, c'est casse-pied à rembourser, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Tu vois, il y a des gens qui prennent des crédits à la consommation de ce type-là pour acheter des bêtises. Et au final, ça coûte beaucoup moins cher qu'une année d'école de commerce. Et là, on parle d'une dette qui est répartie en général sur plusieurs années. Après, quand tu fais une faillite,
Là, par contre, la dette est un peu plus élevée, c'est entre 10 000 et 11 000 euros, mais c'est pareil, c'est pas non plus délirant. Et en plus, quand tu regardes ce qui se passe après l'arrêt de l'entreprise, finalement, tu as 70% des gens qui ont fait faillite, enfin qui ont arrêté leur entreprise, qui retrouvent un emploi dans les 18 mois. 2% sont en formation, 28% se retrouvent sans situation professionnelle. Donc ça va, je veux dire, ça va. C'est pas... Ouais, tu vois, ça fait beaucoup moins peur que ce qu'on peut croire. Et la prochaine fois que quelqu'un te dit « Mais attends, tu as une boîte sur deux qui se plante, ça sert à rien », tu peux lui dire « Non mais attends, ça ne veut rien dire ce que tu racontes. Pourquoi elle se plante quelles sont les raisons et quelle est la situation derrière ?» Dans les faits, tu n'as que 10% de chance, de risque, quand tu crées une boîte, de te retrouver avec une dette de 10 000 euros. Donc, c'est pas énorme. Après, bien sûr, il y a des disparités. Tu peux être très malchanceux, te retrouver avec des dettes beaucoup plus importantes. Mais si tu fais bien les choses, si tu es un rebelle intelligent et que tu prends des risques mesurés, et que du coup, tu fais en sorte que même si tu te plantes, dans le pire des cas, tu perds pas trop de plumes, tu peux t'en sortir sans trop de mal. Et c'est aussi pour ça on a des régimes, si tu veux, des régimes sociaux, enfin comment dire, des structures pour les entreprises qui permettent de séparer ses biens pro et ses biens perso. Donc, ça limite énormément les dégâts en cas de problème. Et c'est aussi un des gros mythes, si tu veux, de l'entrepreneuriat, c'est que souvent les gens pensent que les entrepreneurs à succès, ce sont des espèces de kamikazes, tu vois, qui mettent un bandana autour du front, le couteau entre les dents, et puis ils foncent dans le temps en criant banzai, et puis soit ils meurent, soit ils gagnent. Mais dans les faits, la plupart des entrepreneurs à succès, c'est vrai qu'ils prennent des risques, mais ils prennent des risques mesurés. Ils font en sorte que même en cas de gros problèmes, ils ne perdent pas trop de plumes, qu'ils aient un plan B, un plan C, un plan D, etc. Et c'est là aussi l'approche que j'ai moi-même appliquée, que je recommande. Merci pour ces éclaircissements, vraiment c'est bien détaillé. Je vous incite les amis, mes chers lecteurs aussi qui nous regardent, d'aller acheter ce livre. Vraiment, je le conseille. Olivier, d'après ton expérience, si quelqu'un, un salarié qui est en train d'hésiter, qui ne sait pas à qui il s'adresse, qu'est-ce que tu peux lui dire comme conseil pour qu'il se lance dans un business qu'il souhaite ou... Écoute, moi ce que je recommande, c'est de faire l'expérience la plus simple possible pour tester ton idée à côté de ton job ou de tes études. Moi je te dis que j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte à 19. Je ne l'ai pas fait sur un coup de tête. J'avais fait une expérience, tu vois, avec un ami, on s'était rendu compte que on dépannait régulièrement des problèmes informatiques que les gens estimaient insurmontables et qu'on les résolvait comme ça. Donc on se dit pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec cette idée? Et tu vois, plutôt que de partir direct dans un projet où on va bosser sur un dossier de création d'entreprise pendant 1 an, etc., on s'est dit qu'on va faire un test. On va passer une annonce dans un journal d'annonces local. C'est ce qu'on a fait. C'était en 1999. À l'époque, c'était encore en francs. On a investi 60 francs et on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en 1 mois. Et je peux te dire, quand tu as 18 ans et que tu fais 50 francs d'argent de poche par semaine, tu dis « Waouh, il y a quelque chose, tu vois ?» Et c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire. C'est que je suis allé sur le terrain, j'ai eu des clients, j'ai vu qu'il y avait de la demande, ils m'ont donné de l'argent dans les mains, ils étaient contents. J'ai vu que ce n'était pas une chimère, que cette idée, elle avait vraiment du potentiel et qu'il y avait une demande. C'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école à 18 ans et me lancer dans la création de mon entreprise. Et sans ça, j'aurais sans doute jamais osé. Et finalement, c'est ça aussi que je recommande. Posez-vous la question par rapport à votre idée. Quelle est l'expérience la plus simple, rapide, qui demande le moins d'argent et de temps possible pour tester votre idée et voir si vraiment elle a de la valeur? Olivier, là tu es sur le site La Vie épanouie. Qu'est-ce qu'il peut rapporter ton livre à quelqu'un qui veut une vie épanouie? Écoute, moi je pense vraiment que c'est un livre qui, pour tous les gens qui veulent s'épanouir justement autrement, c'est quelque chose qui peut vraiment les aider, les guider. Je vais te raconter une histoire pour bien comprendre ça. J'ai déménagé il y a un peu plus d'1 an et quand j'ai fait ça, je me suis débarrassé de 95% même de mes possessions. Et du coup, ça m'a obligé à faire du tri chez moi et je suis tombé sur un vieux carnet de correspondance de l'école, celui de ma dernière année d'école avant que je la quitte pour créer ma boîte. Et dans ce carnet, il y avait des coupons retard et des coupons d'absence maladie. Et il n'y avait plus aucun coupon retard, je les avais tous utilisés. Il n'y avait plus aucun coupon, il y avait plus de la moitié des coupons d'absence maladie qui étaient pris. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais c'est vrai, je me suis rappelé que, en fait, à l'époque, je prenais le moindre prétexte pour ne pas aller à l'école. J'avais un rhume, tu ne me voyais pas pendant 2 jours.
Et ensuite, quand j'étais entrepreneur, si je suis tombé 2 fois malade en 10 ans au point de ne pas pouvoir aller au boulot, c'est déjà énorme. Je pense que c'était moins que ça. Et je vais même te raconter une anecdote rigolote, c'est que je me suis fait convoquer par le directeur, tu vois, dans son bureau, un truc un peu solennel, et il me dit ouais Olivier, il faut qu'on discute. Je fais ouais ok. Il me fait voilà, t'es tellement démotivé que tu démotives les profs. T'imagines, j'avais atteint un niveau exceptionnel, j'étais au top de la démotivation. J'étais tellement démotivé que je démotivais les autres. Et il me dit, il y a des profs, ils veulent plus aller en cours quand tu es là. Donc, et c'est vrai, j'étais affalé sur ma table, je dormais en cours, je démotivais sans doute aussi les élèves. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques mois plus tard, j'étais en fond dans mon projet de création d'entreprise, j'avais le feu sacré, j'étais ultra motivé, je voyais un obstacle devant moi, une montagne, je fonçais dedans, je faisais un trou, tu vois. Et pourtant c'est dingue parce que tu vois, quelle est la différence entre le Olivier affalé sur sa table et le Olivier ultra motivé? C'était la même personne, exactement la même personne, juste à quelques mois d'intervalle. La différence, c'est que dans le deuxième cas, j'avais trouvé un projet qui me passionnait, tu vois, qui vraiment était extrêmement important pour moi, que j'avais vraiment envie de réussir et du coup, je mettais toutes les chances de mon côté pour le faire et qui m'a transcendé. Je dirais même, ça m'a révélé à moi-même, tu vois. Et c'est ça finalement l'intérêt, et finalement c'est aussi le sujet du livre, c'est de trouver comme ça le projet qui va vous transcender, parce que la vérité c'est que vous pouvez être dans la situation où vous avez une énorme apathie, voire même vous êtes dans un état de désespoir, et ça veut absolument rien dire par rapport à ce que vous pouvez devenir. Parce que si vous m'aviez vu à l'époque dans cette salle de classe affalé sur ma table, vous auriez sans doute pas parié un seul centime sur moi. Vous seriez dit, ce mec, il a aucun avenir. Pourtant, j'avais exactement le même potentiel. C'est juste que je n'avais pas trouvé comment l'exprimer, tout simplement. Donc, pour tous ceux qui se reconnaissent un peu là-dedans, j'espère que ce livre, tu vois, va les aider. Moi, j'aime bien dire, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de braises dans notre société qui peuvent prendre et faire des magnifiques feux pleins de chaleur et de lumière. Mais le problème, c'est que ces braises, on les a mouillées toute leur vie. Et du coup, elles n'ont jamais prise. Et moi, j'aimerais simplement, avec ce livre, être la petite brise qui va faire en sorte que ces braises prennent et fassent des beaux feux pleins de chaleur et de lumière. En conclusion, Olivier, c'est quoi une belle vie pour toi? C'est quoi une vie épanouie, une vie prospère? Le succès pour toi, c'est quoi? Écoute, ce que je dis au début du livre, c'est qu'en fait, le plus important pour moi, c'est déjà la liberté. Et la liberté, ça se définit par 4 libertés fondamentales. La liberté de travailler sur ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et où tu veux. Et déjà, avec ça, ça t'ouvre un monde incroyable de possibilités. Et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir une entreprise qui est au service de sa vie. Il vaut mieux avoir cette liberté et gagner juste ce qu'il faut pour vivre qu'être riche et pas avoir le temps de toute façon de profiter de la vie, tout simplement. Et c'est aussi le message et la méthode que je donne dans le livre pour y arriver. Complètement d'accord avec toi. J'ai connu l'échec scolaire à l'âge de 14 ans et pareil, on a tout le monde une chance à se rattraper, à faire des choses autrement. Il n'y a pas une fois vraiment. La vie, c'est comme tu dis, c'est une correction continue, c'est des chances. Je te remercie, Olivier. Je te remercie pour tous les efforts que tu fais, pour tous ces gens que tu as influencés dans le monde et dans la francophonie mondiale, comme il dit notre cher ami Martin aussi avec cette parole. Et vraiment, merci beaucoup, Olivier. Tu es inspirant, tu m'as inspiré, tu as inspiré beaucoup de monde. Et je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci de m'avoir interviewé. Et donc, vous pouvez trouver, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, je le précise, dans toutes les bonnes librairies, dans toute la francophonie. Et s'il n'est pas en rayon, vous le commandez auprès de votre libraire et il se fera un plaisir de l'amener jusqu'à vous. Et je vous le conseille vivement.